Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va passer un peu de temps ensemble. On a fait une première vidéo. Alors, tout ça, ça s'inscrit toujours dans le débat, dans le sujet qui nous concerne en ce moment, nous, siluristes, qui est le décret silure, le décret qui vise à inscrire le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. Il y a une mobilisation qui est forte. Je remercie tous ceux qui ont déjà posté leur réponse à la consultation publique. Je remercie tous les autres qui vont bientôt le faire. Je remercie les fédés qui se sont fortement mobilisés à l'heure d'aujourd'hui, et il y en a de nombreuses, contre ce décret. Et puis tous les acteurs de la chaîne Silure qui se battent tous les jours, notamment SGA, Silurus Glanis Association, que voilà, ils sont là depuis des années, ils se battent, et on est tous avec eux aujourd'hui dans ces moments difficiles. Et puis tous les autres qui par leurs petits posts, leurs petites activités, leurs photos sur Facebook, leurs petits pouces, leurs j'aime et tout ça, eh bien, participent aussi à ce débat et viennent soutenir la cause. Alors merci à tous ces gens-là. Maintenant, voilà, c'est l'objectif de la vidéo, de cette deuxième vidéo. On a fait une première vidéo pour expliquer ce qu'était un décret, ce qu'il y a derrière, quels sont les impacts, quelle est la logique. Donc voilà, l'objectif c'était de permettre à tout un chacun de comprendre cette logique de décret. Maintenant on va creuser, on va aller beaucoup plus dans le détail et on va essayer de comprendre la genèse de ce décret. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi et qui. Pour moi en tout cas, hein, c'est mon opinion, qui est spécifiquement impliqué dans la création de ce décret. Alors, il y a des choses factuelles, hein, puisqu'il y a des éléments factuels qui vont être présentés, et puis il y a aussi mon opinion, ma façon de voir les choses, qui est peut-être personnelle. Mais voilà, on va creuser ça, on va voir ça ensemble, et c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, l'initiative. Qu'est-ce que l'initiative? L'initiative, évidemment, ce décret, il n'est pas sorti de nulle part et il n'est pas sorti uniquement de la réflexion de Madame la ministre, Madame Agnès Pannier-Runacher, à l'époque, ça change très vite les ministres en ce moment, mais qui s'occupait de cette question et qui semblait déjà avoir son opinion assez tranchée sur le sujet. Euh, on va expliquer, hein, d'où vient cette initiative, mais parmi les initiatives, parmi la genèse de tout ça, il y a trois éléments pour moi. Le premier, c'est les questions parlementaires. Il y a eu beaucoup de questions posées au gouvernement depuis une dizaine d'années, donc j'ai essayé d'analyser, j'espère ne pas en avoir oublié, un certain nombre de questions. J'ai d'ailleurs le fichier Excel détaillé pour ceux qui sont intéressés, euh, qui liste en fait l'ensemble des questions parlementaires posées au gouvernement. Et alors, au-delà de la question parlementaire, ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse du gouvernement. Et très souvent, cette réponse est édifiante, très intéressante, la plupart du temps. Alors, notamment sur une des questions que l'on va voir en détail aujourd'hui et qui alimente toute cette réflexion. Deux, le débat scientifique. Alors le débat scientifique, beaucoup d'entre nous se sont intéressés à tout ça, ont essayé dans leurs argumentaires, hein, pour défendre le silure, de comprendre les analyses. Il y en a eu beaucoup. C'est pas l'objectif de cette vidéo. On va pas creuser l'intégralité des méthodes scientifiques et surtout des différentes études qu'il y a pu avoir. On va parler de quelques études, notamment de l'OFB, notamment l'étude Epidor également, mais aussi d'autres études. Mais voilà, on ne va pas creuser, mais ce débat scientifique
ils participent complètement, et d'ailleurs c'est heureusement d'ailleurs, à l'alimentation et à la jeunesse du décret. Et on va voir comment ça s'imbrique dans la réflexion gouvernementale. Et comment ça s'imbrique? Et ben ça s'imbrique par le biais de différents organismes. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement de deux. Le premier, c'est le CNPN. Et deuxièmement, on va parler aussi du COGEPOMI. Du COGEPOMI et du PLAGEPOMI. Je ne vais pas détailler ce que c'est tout de suite, puisque j'ai des slides pour ça. Mais voilà, l'initiative, elle vient pour moi à la fois d'acteurs qui font évidemment du lobbying autour de ce sujet, auprès de leurs parlementaires, pour également poser des questions, interroger le gouvernement, mettre la pression sur le gouvernement, le débat scientifique qui vient alimenter tout ça, et puis le rôle crucial de ces instances du gouvernement des organismes d'État qui viennent, évidemment c'est pas Madame Agnès Pannier-Runacher elle-même qui est susceptible d'avoir une opinion sur le sujet. Elle s'appuie sur des organismes garants de l'opinion scientifique, de la réflexion autour de ces sujets-là. Et donc, forcément, ces organismes sont au cœur de la décision d'un tel décret. Le CNPM, le COGEPOMI notamment. Alors, si on revient sur les questions parlementaires, donc comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de questions parlementaires puisqu'il y en a eu 13 sur la période je dirais de 2016-2026. Comme vous voyez ici, j'ai la liste le fichier Excel de la liste de l'intégralité des questions complémentaires. Elles ont été posées par différents partis politiques, à la fois LAR, Rassemblement National et autres, qui ne sont pas tous pro-silure, et donc chacun a son opinion et chacun pose des questions au gouvernement. Alors, entre 2023 et 2025, 2023, 2 questions, 2025, 3 questions. Au total, 5 questions. Et on observe clairement un rebond. En 2025, ça a été une année pivot, avec un pivot des demandes structuré autour des demandes de régulation du poisson. C'était vraiment la tendance de 2025. On verra sur un focus particulier sur une des questions parlementaires. Mais voilà. Et tout ça, bah, évidemment, ça met la pression aussi au gouvernement. Alors on va détailler un peu plus maintenant les questions. Si on considère comme contre le silure, les questions qui demandent son classement en espèces nuisibles, déséquilibrantes, demandant des prélèvements massifs, alertant sur la prolifération et son impact sur les migrateurs, eh bien, il y a 8 questions sur 13 qui relèvent de ce thème-là. Statut juridique, classement, stratégie de régulation. Alors ces 8 questions, elles constituent le noyau clairement orienté vers la régulation, la modification du code de l'environnement, l'inscription à l'article R432.5, notamment celle de Sandra Delannoy que l'on va voir un petit peu plus tard, les opérations de prélèvement structuré, l'économie de la pêche. L'économie de la pêche revient aussi parmi les questions. Pourquoi? Parce que bien évidemment les acteurs pro de la pêche en eau douce, eh bien, ils font leur boulot, ils font du lobbying auprès des parlementaires et évidemment, ils insistent sur les difficultés de leur métier, mais on ne peut pas leur en vouloir de faire ça. Donc, je dirais qu'au global, une montée en puissance des questions à partir de 2022, 13 questions, 5 questions, 3 en 2025, et très orientée sur la régulation du poisson. Alors, on va faire maintenant un focus sur une question particulière. Pourquoi celle-là? Eh bien parce que
on cite notamment un organisme significatif dans le cadre de la réponse à cette question. Cette question parlementaire, elle a été posée par Sandra Delannoy, députée du Rassemblement national du département du Nord, question écrite le 8 avril 2025. Alors, elle a fait beaucoup parler. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a parlé beaucoup de cette question au gouvernement. On était déjà un peu surpris et encore plus surpris de la réponse du gouvernement. Donc, le ministère interrogé, c'était le ministère de la Transition écologique. La problématique soulevée, c'était évidemment l'alerte sur la prolifération du silure glane, impact provoqué sur les poissons migrateurs, saumon, alose, lamproie et ainsi de suite, la biodiversité aquatique, l'inquiétude sur la biodiversité aquatique, et puis la demande de Sandra Delannoy, c'était de mettre en place des outils réglementaires renforcés. Des outils réglementaires renforcés, ça fait quand même bien penser à un décret. Et puis à une stratégie nationale de régulation. Alors, si on poursuit le sujet, donc le gouvernement a répondu à Sandra Delannoy, ça a été publié le 1er juillet 2025 au journal officiel. Le gouvernement, il annonce quoi dans cette réponse? Ça date du 1er juillet 2025. Il annonce déjà qu'un projet de décret visant l'inscription du silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est déjà quelque part en cours. Il nous dit même les réflexions autour de ce double classement. Alors double classement parce qu'ils évoquent plus haut aussi la notion d'espèce exotique envahissante. Le silure n'est pas une espèce exotique envahissante au sens européen, il n'est pas dans la liste des espèces envahissantes, mais pour renforcer leur dispositif juridique, ils évoquent les deux sujets et donc font appel à ces deux articles du Code de l'environnement, le L432-10 et le L411-5. Donc, les réflexions autour de ce double classement doivent se poursuivre avec les acteurs concernés et notamment avec la Fédération nationale de pêche et la protection du milieu aquatique. Alors, ils ne disent pas qu'il va y avoir un décret, mais ils disent que les réflexions sont en cours. Donc, ça devrait déjà être suffisamment... cette réponse, elle était déjà suffisamment engagée dans la démarche de décret. Alors, ça c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est ce que j'ai souligné en jaune dans cette réponse. Cette réponse, elle est disponible, vous pouvez aller sur le site du journal officiel pour pouvoir retrouver la réponse, c'est juste un extrait. Donc en jaune, comme vous... voilà. Donc, c'est-à-dire... blablabla, la remise à l'eau des silures pêchées, pratique contribuant au maintien et à la propagation du silure. Donc là, ils nous disent très clairement que ces classements permettraient d'interdire le no-kill, c'est-à-dire la remise à l'eau des silures pêchées, pratique contribuant au maintien et à la propagation du silure, comme l'a rappelé, et là on y vient, comme l'a rappelé le Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, dans un avis du 16 octobre 2024. Alors pourquoi c'est important, cet avis du 16 octobre 2024 ? D'abord, ça montre que l'État est logiquement influencé en s'appuyant sur des organismes comme le Conseil national de la protection de la nature, qui émet des avis et qui conseille le gouvernement sur des axes de politique à engager. C'est tout à fait logique que ça se passe de cette façon-là. Le CNPN, il est aussi le garant je dirais, d'une certaine structure scientifique par rapport aux différentes études qui sont menées. Il est censé avoir un avis cohérent par rapport à tout ça. Et donc l'État s'appuie sur l'avis du CNPN. Et ça, c'est dans la réponse à cette question. Et ça, c'est fondamental. Alors,
le deuxième point fondamental, hein, c'est très clairement que le gouvernement axe, alors je ne parle pas de, vous pourrez lire sur, sur tout ce qui concerne les bassins Garonne-Dordogne, sur les pêches expérimentales et autres, sur les filets et autres, on ne peut pas tout traiter dans la même vidéo, mais ici, en jaune en bas, vous voyez partout ailleurs, alors c'est là où on montre quand même un certain amateurisme hein, parfois dans les réponses peut-être un peu rapides du gouvernement, mais sans remise à l'eau doit être encouragé les pêcheurs de loup par les pêcheurs professionnels doit être encouragé à la fois pour les pêcheurs de loisirs et les pêcheurs professionnels en eau douce. Donc on encourage les pêcheurs professionnels en eau douce à ne pas pratiquer de no-kill. Je crois qu'ils n'avaient pas besoin d'être encouragés là-dessus, hein, il me semble. Hein. Mais peut-être que mon avis, peut-être que je n'ai pas compris le sens de la réponse du gouvernement. Ça doit être ça. Alors vous l'avez compris, le CNPN est évoqué ouvertement, hein, c'est normal, dans la réponse du gouvernement. Alors, c'est quoi le CNPN? Quel est son rôle et pourquoi c'est important? Alors, déjà, quand on voit le logo du CNPN, on voit biodiversité, tous vivants. J'aurais tendance à dire tous vivants, sauf le silure peut-être, je n'en sais rien. J'ai du mal, je ne leur fais pas un procès d'intention au CNPN, mais bon, je vais revenir sur ce point après. D'abord, quel est le rôle du CNPN? Donc le CNPN, le gouvernement indique s'appuyer sur l'avis du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, pour prendre des décisions, pour orienter son action gouvernementale. Et donc voilà, rien d'anormal de s'appuyer sur un Conseil national de la protection de la nature qui permet d'avoir des avis éclairés sur les études scientifiques et autres. Donc le rôle du CNPN, c'est une instance scientifique et consultative indépendante qui donne un avis obligatoire sur des textes réglementaires environnementaux, qui donne un avis obligatoire. Analyse l'état de conservation des espèces, les impacts écologiques, la proportionnalité des mesures proposées, lien concret, les questions parlementaires alimentent le débat politique, le ministère élabore un projet, un texte, le projet est soumis pour avis au CNPN, l'avis scientifique sécurise juridiquement le décret. Donc dans la réponse à Sandra Delannoy, on évoque l'avis du CNPN du 16 octobre 2024. Hein. Donc la réponse à Sandra Delannoy s'inscrit dans une chaîne décisionnelle structurée où l'argument scientifique du CNPN vient consolider la base juridique du futur décret. Donc, qu'est-ce que cet avis, et c'est quoi cet avis du 16 octobre 2024 qui est utilisé dans le cadre d'une réponse sur une question relative à la régulation du silure? Donc l'avis concerne le projet d'arrêté cadre réglementaire relatif à la gestion du grand cormoran. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un arrêté sur la gestion du grand cormoran, la régulation, les tirs de régulation et autres, donc à la gestion du grand cormoran et aux interactions avec les poissons migrateurs et certaines espèces piscicoles. Avis rendu dans le cadre de la procédure réglementaire préalable à la publication d'un texte. Donc la nature de l'avis, c'est un avis consultatif non contraignant juridiquement, c'est émis par le CNPN, c'est fondé sur une analyse scientifique des données disponibles. On va y revenir, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur l'avis scientifique, parce qu'autrement on y passerait 3 plombes. Bon, vous avez tous ce que fait un avis du CNPN, l'importance dans le processus réglementaire. On va passer directement au concret de la... Alors, cet avis du 16 octobre 2024, qu'est-ce qu'il nous apporte comme information? Alors, bon, j'ai pas tout repris. Globalement, parce que il est très long, il y a plusieurs pages. Je vous invite à le trouver sur Internet et à le lire.
Mais globalement, ce qu'il explique, donc déjà c'est un avis défavorable hein, sur la gestion de la régulation du grand cormoran. Donc le CNPN était défavorable à la régulation du grand cormoran, a remis un avis défavorable et a expliqué globalement que bah, le grand cormoran, alors oui, qu'il était un petit peu logique qu'il y ait des prédations, que c'était un prédateur et qu'il fallait pas s'attendre à autre chose que ce que le cormoran puisse commettre des actes de prédation. Et alors ça, c'est le premier point. Et deux, que bah, il fallait regarder ça dans une situation et d'une vision globale. Il était hors de question de faire du cormoran le bouc émissaire dans la disparition des poissons migrateurs, non, pas de bouc émissaire, le cormoran ne peut pas être le bouc émissaire. Alors pourquoi évidemment parce que il faut voir, comme je l'ai dit, la situation de façon plus globale. Et là, dans la vie, ils embrayent et parlent du silure, le silure est une composante hyper importante à prendre en compte quand on discute du grand cormoran. Et là, bah, il y a des tonnes d'éléments à charge contre le silure. Alors il s'appuie sur des études scientifiques pour expliquer que le silure était une composante non négligeable à prendre en compte. Une liste d'études scientifiques, on pourra rentrer dans le détail, hein, sur une autre vidéo d'ailleurs, sur la justesse ou l'intérêt de ces études scientifiques pour justifier le propos. Ça peut être une troisième vidéo d'ailleurs, tiens, qu'on peut mettre en place. Mais bon, moi ce qui m'intéresse ici, c'est pas vraiment la justesse des éléments scientifiques apportés, sauf une étude. Je vais quand même parler d'une étude, qui est une étude menée, je crois, par le Muséum d'Orléans, et puis d'autres acteurs. Elle est citée dans l'avis. Alors cette étude-là, elle a été menée sur 60 silures. Donc j'ai lu l'étude, j'ai lu le papier qui était disponible sur l'étude. Sur 60 silures, on estime qu'il y a 47% de poissons migrateurs dans les prélèvements stomacaux qui ont été effectués sur 60 silures. Alors déjà, j'ai une première question. Toutes les études montrent très très souvent que quand on fait des prélèvements stomacaux, on arrive à au moins 80%, 70, 80% d'estomac vide. Cette étude, elle n'en parle pas du tout. En tout cas, j'ai rien vu dans le papier sur le sujet. Donc on considère qu'ils ont prélevé 60 poissons et que les 60 poissons n'avaient pas l'estomac vide. Bon, c'est assez étonnant. Et que 47% de leur proie étaient des poissons migrateurs. Alors, vous savez, bien évidemment, par qui a été menée cette étude, les prélèvements des poissons, eh bien, ce sont les pêcheurs professionnels qui les ont effectués. Bon, bah, moi, ça me pose quand même un certain questionnement, et d'ailleurs dans la plupart des études c'est le cas, les pêcheurs professionnels sont impliqués dans l'étude. Les pêcheurs professionnels, ceux-là même qui ont intérêt sur le résultat de l'étude. Il y a un certain conflit d'intérêts qui scientifiquement me pose problème. Mais ça, il faudra le mettre sur la table à un moment donné pour justifier du caractère réellement scientifique de l'étude. Parce que comme par hasard, on trouve 47% de poissons migrateurs, ce qui n'a jamais été démontré dans pratiquement aucune autre étude. Donc voilà, donc cette étude-là, elle porte à caution. Maintenant, voilà, encore une fois, je ne vais pas faire la vidéo sur l'étude, je vais surtout vous parler, j'ai relevé ce paragraphe-là, vous voyez, c'est tout en jaune. Dans ce paragraphe, on parle des mesures qu'il faut prendre en compte, qu'il faut mettre en place dans le cadre de la gestion du grand cormoran.
Soutenir un effort pour l'effacement des points de prédation par le silure. Soutenir un effort, donc ça veut dire réguler le silure. Hein. Le silure glane en aval des barrages. Et là où ce prédateur exogène, ça fait des années, hein, mais bon, il est exogène. Fragilise significativement les populations de poissons migrateurs. Donc là, c'est très clairement dit. Ensuite, modifier les pratiques de pêche de loisirs consistant à relâcher les prises de silure glane et contraindre à la destruction des poissons pêchés. Maintenir de grands silures en rivière accroît leur impact sur les poissons de proie. On pourrait en parler pendant des heures et je pense que Jean-Claude Tanzili aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Jean-Claude, si tu nous entends, ravi d'essayer de faire une vidéo avec toi pour reparler de ton travail qui était remarquable et qui vraisemblablement n'est pas repris hein, par le CNPN. Donc, arrêter le no-kill. 2. Reconsidérer l'espèce silure glane dans les réglementations relatives aux espèces exotiques envahissantes. Donc ça va plus loin que le décret qui est proposé encore. Hein. Même si dans la réponse au gouvernement, on avait hein, cette logique. Donc eux, le CNPN reconsidérait sa place dans les espèces relatives aux espèces exotiques envahissantes. Ça va au-delà du L432-10. Hein. Favoriser une filière de valorisation commerciale du silure. Favoriser une filière de valorisation commerciale du silure et soutenir les opérations de pêche expérimentales de régulation. Donc ça va très loin quand même la réponse du CNPN. Moi je veux bien, mais c'est quand même complètement anti-silure, dans un avis qui est censé concerner le grand cormoran. Modifier les arrêtés de protection des poissons. Donc, modifier les arrêtés de protection des poissons. Donc, on est vraiment dans la logique du décret, de manière à protéger aussi les individus des espèces les plus menacées, y compris l'anguille, et non plus seulement leur ponte et leur habitat. Donc, clairement, le CNPN, vous avez bien compris, est un acteur majeur de la création de ce décret. Le CNPN est complètement impliqué dans la logique. Le CNPN s'appuie sur des études qui peuvent être discutables. Voilà, moi ça ne me dérange pas qu'un organisme qui est censé remettre un avis remette un avis. Ça me dérange quand on parle du grand cormoran et qu'on ne veut pas en faire le bouc émissaire, qu'on prenne par contre le silure qui lui, lui ça dérange pas. Lui c'est le bouc émissaire. Voilà. Donc c'est pas la faute du grand cormoran, mais c'est la faute du silure. Ça, c'est un peu ce qui ressort quand on lit cet avis du 16 octobre 2024. Je vous invite à lire et à me dire ce que vous en pensez. Parce que moi, je l'ai perçu comme ça. Et vraiment, c'est la clé. La clé du décret, elle est là, en jaune. Elle est là. On commence à y voir plus clair. Donc vous avez compris le rôle du CNPN. J'ai refait quelques slides pour vous démontrer ça par le texte lui-même. Hein. Donc le CNPM affirme que faire de cet oiseau le bouc émissaire relève du parti pris. Voilà ce qu'il pense sur le cormoran. Donc moi j'appelle ça une approche asymétrique entre cormoran et silure. Une étude montrant qu'un prédateur consomme des poissons ne suffit pas à démontrer son impact populationnel. Voilà ce qu'il pense sur le cormoran. Alors on pourrait peut-être penser qu'on pourrait également dire la même chose du silure. Il préconise une approche systémique, refus de causalité simplifiée. Ça veut dire quoi? Ils disent que c'est pas forcément que le cormoran qui influence. Voilà, il faut revoir qui influence la consommation de poissons et dont les poissons migrateurs. Il faut avoir une vision plus globale de l'écosystème et puis il faut surtout une prudence scientifique élevée. Donc tout ça, ça me paraît très intelligent, logique. Et là, encore une fois, où je suis plus nuancé, eh bien, c'est quand le CNPN parle du silure.
Et là, on n'est plus du tout dans une approche nuancée, attention, il faut faire attention. Non, non, pas du tout. Le rôle trophique du grand cormoran demeure très modeste, alors que celui du silure, il ressort beaucoup plus. Donc la prédation du silure est beaucoup plus importante que celle du cormoran. La survie même de certaines espèces semble être compromise. Maintenir de grands silures en rivière accroît leur impact. Voilà l'avis du CNPN. Donc ils ont un ton affirmatif sur le silure. Là, il y a une responsabilité qui est plus directement attribuée et des recommandations structurelles. Alors, donc on a parlé de l'initiative, des initiatives. Vous vous souvenez, on a parlé des initiatives, on a parlé de la question au gouvernement, on a parlé, donc la question du gouvernement nous a amené en toute douceur sur le CNPN. Et puis maintenant, alors encore une fois, c'est pas l'objet de la vidéo, on peut pas tout faire en une vidéo. Mais les initiatives, elles viennent aussi des différentes expertises scientifiques qui ont été apportées sur le silure et tout le monde s'appuie sur ces expertises-là. Alors, parmi ces études, on trouve les notes scientifiques de l'OFB, l'organisme français de la biodiversité, Épidore aussi, avec ses expérimentations en Dordogne et autres. Il y a beaucoup d'études. Il y a les études de Frédéric Santoul, il y a l'étude que j'ai citée par le musée d'Orléans. Il y a beaucoup de choses. C'est complexe et ça ferait une vidéo entière pour discuter de ces études-là. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que la plupart des études, et c'est ce que j'explique dans la consultation publique, euh, sont centrés sur des points chauds, sur des passages, sur des éléments de barrage, sur des constructions anthropiques, sur des passes à poissons, euh, et sont difficilement reportables à l'échelle d'un bassin. Elles sont aussi, elles montrent aussi souvent que les opérations de régulation, c'est compliqué de démontrer l'impact des opérations de régulation. Et ça, c'est un point fort qu'on pourra mettre en avant plus tard aussi dans l'intérêt de ces opérations de régulation. On en parlera et je vous ferai une vidéo peut-être plus spécifique sur ce sujet. Alors, le COGEPOMI. Alors le COGEPOMI est une instance, enfin il y en a plusieurs des COGEPOMI, il y en a un par bassin hydrographique, mais qui participe à influencer le gouvernement, à la gestion aussi des poissons migrateurs, bien évidemment. Donc ça participe à la discussion globale autour du silure. Pourquoi c'est important? On va le voir. Donc, mais d'abord, qu'est-ce que le COGEPOMI? Le COGEPOMI, c'est une instance de bassin hydrographique, comme je l'ai dit. Il élabore ce qu'on appelle le PLAGEPOMI, le plan de gestion des poissons migrateurs. Il définit les orientations de gestion des migrateurs. Il coordonne les services de l'État, scientifiques et acteurs locaux sur le sujet. Il suit l'état des stocks des poissons migrateurs, saumon, alose, lamproie, anguille. Donc vous comprenez bien évidemment le lien avec le silure. Objectif, restaurer les populations de poissons migrateurs, améliorer la continuité écologique, réduire les pressions, donc les obstacles, bien évidemment, puisqu'il peut y avoir des obstacles au passage des poissons migrateurs, notamment tout ce qui est barrage, passe à poissons et autres, construction anthropique, et la prédation, bien évidemment. Structurer donc la prédation, le silure est un prédateur des poissons migrateurs. On ne le nie pas, il n'est pas le seul, mais il en fait partie, il est dans la chaîne. Structurer les actions de gestion à l'échelle d'un bassin. Le COGEPOMI, donc c'est une instance de bassin présidée par un préfet coordonnateur qui est très large en termes de participation. Donc chaque bassin a un COGEPOMI qui planifie, qui élabore le PLAGEPOMI.
Sa composition elle est pluraliste, elle regroupe à la fois des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des usagers et professionnels de la pêche. Donc les pêcheurs professionnels sont représentés dans les COGEPOMI, ainsi que la pêche de loisirs en eau douce. La pêche de loisirs est représentée, donc les fédés proposent, les fédés, les APPMA, les instances, la FNPF proposent des noms pour participer, des noms de personnes pour participer à ces COGEPOMI. Les associations et acteurs environnementaux, les personnes qualifiées scientifiques. Donc c'est vraiment pluraliste, hein. Et donc on va aussi discuter des interactions entre le COGEPOMI et le SNPN, le CNPN. C'est quand même bien différent, hein. Le CNPN, euh, lui, il donne un avis scientifique national sur les textes. Il est un peu il analyse, je dirais, la bibliographie scientifique sur tel ou tel sujet. Il intervient lors de projets de décret ou arrêtés, donc il est évidemment très important dans la démarche du décret Silure. C'est ce qu'on a pu démontrer tout à l'heure. Le COGEPOMI, lui, il agit à l'échelle d'un bassin hydrographique, et en aucun cas il agit d'un point de vue national, hein, le COGEPOMI. Même s'il y a une coordination, bien évidemment, au niveau national, mais il intervient au niveau d'un bassin. Le CNPN, lui, a une vision plus globale, réglementaire, enfin, une logique nationale. Il n'y a pas de hiérarchie particulière entre les deux, mais ils sont complémentaires et ils contribuent à l'influence sur les textes gouvernementaux. Euh, donc, pourquoi je vous parle du COGEPOMI et du PLAGEPOMI? Essentiellement parce que dans le PLAGEPOMI Garonne-Dordogne, euh, on a tous les PLAGEPOMI n'intègrent pas des mesures spécifiques silure. Il y en a un particulièrement, celui-ci, qui a intégré des mesures spécifiques pour améliorer la connaissance sur l'impact du silure, l'expérimentation de régulation locale, l'appui à des opérations pilotes. Alors, avant de rentrer sur la mesure en question, le PLAGEPOMI s'articule en, je dirais, quatre grands axes: la restauration des habitats, la continuité écologique, l'encadrement de la pêche, le suivi scientifique des populations de poissons migrateurs. Il peut recommander des restrictions de pêche, des périodes d'interdiction, des transferts d'individus, des mesures spécifiques contre certaines pressions. Le plan est arrêté par le préfet de région pour 6 ans. Alors le PLAGEPOMI Garonne-Dordogne, il intègre donc la mesure GH07. Cette mesure, GH07, très importante, réduire la pression du silure sur les poissons migrateurs sur les sites à enjeu. Elle est liée à l'AC02GH qui est conforté l'évaluation de l'impact des silures sur la population de migrateurs. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le PLAGEPOMI Garonne-Dordogne reconnaît le silure comme un facteur potentiel de pression, qu'il prévoit des études complémentaires, qu'il ouvre la porte à des actions ciblées sur des points chauds de régulation. C'est pas lui qui classe le silure comme espèce nuisible. Je mets toujours des guillemets parce que faut faire très attention à ce mot-là dans le plan lui-même. Alors, une fois qu'on a dit ça, le GH07, pourquoi c'est important? Parce que, déjà, par le biais du PLAGEPOMI, dans ces régions-là, des opérations de régulation existent. À titre expérimental, bien maîtrisé, pas généralisé, mais ça existe. Donc ils n'ont pas besoin du décret Silure pour engager ces actions-là. Le décret Silure, lui, va apporter plus de souplesse au dispositif, avec la possibilité d'arrêter sur le no-kill et autres, mais il apporte une plus grande souplesse à la régulation du silure.
Donc évidemment, il vient compléter le plagiat POMI. Et c'est là où c'est très dangereux. Et on reviendra sur les principes de proportionnalité du décret, mais euh, à l'échelle d'un bassin global, voilà. Alors, donc là, on a une vision plus synthétique, je dirais, de la, de l'imbrication de tout ça. Donc, vous avez vu que les questions au gouvernement, ça participe à l'influence de tout ça, ça participe à la pression sur le gouvernement. Et à travers les réponses du gouvernement, on voit également, donc c'est ce que j'ai démontré aujourd'hui, on voit très clairement l'influence du CNPN, l'influence des COGEPOMI et des PLAGEPOMI qui sont hyper importants dans la discussion. Moi, ça ne me choque pas que le CNPN influence le gouvernement, c'est même son rôle. Donc ça, j'ai pas d'avis là-dessus. Ce qui me gêne, et vous l'avez compris, c'est la position, l'absence de nuance du CNPN sur le dossier Silure. Je trouve qu'il n'y a pas une nuance suffisamment importante. On en fait le bouc émissaire, on l'utilise même dans des avis contre la régulation du cormoran. On s'appuie sur des études aux rigueurs scientifiques quand même un petit peu douteuses. Moi, à chaque fois qu'on implique la pêche professionnelle dans les études pour prélever les poissons, bah moi ça me pose problème quoi. Je peux pas accepter que la pêche professionnelle qui a tant attiré de cette situation de régulation du silure soit impliquée dans les études dans le prélèvement du poisson. Non, il faudrait que ce soit contrôlé, que peut-être qu'il y ait des pêcheurs d'eau douce qui prélèvent également d'autres poissons. Enfin, je sais pas, il y a une mesure, il y a une dimension scientifique ici qui n'est pas bonne. Et ça dans beaucoup d'études. Et ensuite, il y a le principe de proportionnalité de ce décret qui me dérange énormément. Le fait d'étendre un certain nombre d'études anthropiques sur des points chauds à l'intégralité d'un bassin, mais ça s'intègre un peu dans la logique des plagiés-pomis, sur l'intégralité d'un bassin. Eh bien, moi aussi, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que l'impact, la souplesse apportée à la régulation, à la possibilité du no-kill et autres, c'est à remettre en question. C'est vraiment quelque chose de primordial. Et on voit aussi dans les réponses qui ont été faites au gouvernement, hein, comme je l'ai démontré aussi, puisque j'ai montré la réponse au gouvernement qui a été faite en expliquant qu'on allait aussi interdire aux pêcheurs professionnels le no-kill. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le gouvernement. Bon, je dirais qu'à minima, les réponses au gouvernement devraient être relues, devraient être revues plusieurs fois, et, euh, et ça montre quand même, je dirais pas un certain amateurisme dans le cadre de la réponse, mais en tout cas ça pose question. On se dit, j'espère qu'ils pensent pas vraiment ça quand même. Donc vous avez vu qu'il y a, voilà, j'ai essayé de démontrer à travers cette vidéo toute cette logique d'imbrication et quels sont les acteurs clés qui participent à ça. Donc maintenant, vous avez bien compris, il y a ces études, il y a les consultations des NPN, des COGEPOMI, je vais pas revenir dessus, il y a la rédaction du décret, le décret il a été rédigé, il est soumis à consultation publique jusqu'au 8 mars, mais émettez vos avis, continuez, faites-vous aider par SGA, par moi-même, je peux vous aider, vous pouvez reprendre les éléments de rédaction que j'ai fait sur la consultation publique, allez-y, vous avez le droit de parole, allez-y. Euh, un autre point aussi, donc à l'issue de cette rédaction de décret, cette consultation publique, il y aura des arbitrages, le Conseil d'État va être impliqué, et puis il y aura il donnera son avis, le Conseil d'État, et puis il y aura une publication au journal officiel. Donc ça, c'est le processus.
Alors, si ce texte est publié, il faudra se poser les bonnes questions. Et puis, alors, à l'issue de ça, qu'est-ce qui sera possible de faire? Quelles sont les actions, quelles sont les suites possibles après la publication? Alors, eh bien, comme je l'ai déjà écrit, hein, je pense ne pas me tromper sur ce point-là, c'est-à-dire que quand le texte va être publié, s'il est publié, journal officiel, on a 2 mois, tout simplement, hein, selon l'article R 421-1 du Code de justice administrative, pour déposer un recours auprès du Conseil d'État. Ce recours, il peut être un recours REP, donc pour excès de pouvoir. Quel est l'objectif? L'annulation totale ou partielle du décret. Le contrôle, on demande un contrôle de légalité du décret, donc sur la compétence, la procédure, la proportionnalité, hein, sujet déjà évoqué à plusieurs reprises, les bases scientifiques aussi qui ne sont évoquées, qui ne sont pas suffisantes. Possibilité d'urgence aussi en parallèle, donc vient un référé suspension, article L 521. Donc la condition de l'urgence, il faut qu'il y ait un doute sérieux sur la légalité du décret. Ça permet de demander la suspension provisoire du décret. Alors des points stratégiques en termes de décret, le délai il est important. Il faut, si on doit exercer un recours auprès du Conseil d'État, il y a ce délai de 2 mois. Au-delà des 2 mois, c'est considéré comme irrecevable. Euh, Ensuite, un recours gracieux ne suspend pas automatiquement le délai. Et puis l'intérêt à agir aussi est nécessaire. Alors ça veut dire quoi? C'est qu'il faut démontrer aussi qu'on ait intérêt à agir, que ce décret, il nous impacte. Donc ça, vous comprenez que les points stratégiques sont hyper importants, que ces points stratégiques, ils doivent être évidemment étudiés avec un avocat spécialisé sur le droit administratif et sur les interactions avec le Conseil d'État. Ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, c'est compliqué. C'est pour ça que j'estime et j'estime toujours que c'est aussi le rôle de la FNPF de prendre ce sujet et d'exercer un recours auprès du Conseil d'État. Si toutefois, pour telle ou telle raison, parce que le monde de la pêche est divisé, la position de la FNPF, elle est pas forcément triviale et simple, hein. D'ailleurs, vous l'avez vu avec les fédérations, il y a beaucoup de fédérations qui sont contre ce décret Silure, qui le manifestent, et on les remercie, mais vivement, franchement, j'essaye de répondre, de mettre des commentaires sur chaque publication des fédés pour vraiment les remercier vivement, parce que c'est une position qui n'est pas facile pour eux de faire ça, et elle est encore moins facile pour la FNPF, mais voilà, pour moi c'est le rôle de la FNPF. S'ils ne prennent pas, s'ils n'endossent pas ce rôle-là, il faudra se poser les questions, mais alors très rapidement, pour savoir qui, comment, et si certaines fédérations souhaitent endosser ce rôle-là, les implications derrière tout ça, les liens et les discussions avec la FNPF, voire des associations. Ça peut être le cas pour SGA, mais encore faut-il en avoir les moyens, et c'est un sujet qui est éminemment complexe. Donc ça nécessite à minima une discussion avec un avocat spécialisé pour vérifier nos chances, et je pense qu'on en a sérieuses, de faire tomber ce décret, et de voir comment on peut procéder.
Merci, j'espère avoir été assez clair dans cette vidéo et avoir traité beaucoup de sujets, avoir fait du finger pointing sur des, des- des- des points clés de la création de ce décret, de la logique de ce décret. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'organismes qui se sont positionnés fortement et des organismes très importants dans la décision. Donc vous voyez que le décret, il est malheureusement bien engagé. Donc la consultation publique, elle a son sens, elle a son sens. Les arguments apportés seront étudiés. Le Conseil d'État a son mot à dire. On a aussi ce recours auprès du Conseil d'État. Le dossier Silure, c'est un dossier complexe. Encore une fois, je vous remercie tous. D'avoir suivi cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au Silure et que vous essayez de comprendre comment on peut le défendre. Deux, de continuer à répondre à ces consultations publiques. Trois, de commenter, de faire des publications Facebook, TikTok ou autres sur votre opposition à ce décret. Et je vous remercie et j'espère qu'on va y arriver ensemble. À bientôt.